Histoire d'eau, avec un grand O, celui de notre invité Michel Oslo. Le réalisateur de Kirikou, d'Azur et Asmar, de Princes et Princesses, revient avec un nouveau long métrage d'animation très attendu, Dilili, à Paris. Le film sort en salle aujourd'hui, un hommage au Paris de la Belle Époque et un conte pour enfants résolument féministe. Michel Oslo est là pour vous en parler, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Michel Oslo. Bonjour Olivia. Je suis heureuse de vous rencontrer. Et moi aussi, comme dit Lily, heureuse de vous rencontrer. L'héroïne, c'est elle, dit Lily, ni noire, ni blanche, métisse, kanak, qui a traversé l'océan pour rejoindre le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur, en triporteur. Dit Lily va comprendre qui sont ces hommes qui enlèvent des fillettes et pourquoi les malmaîtres, tels que vous les appelez, veulent les réduire en esclavage, ces jeunes filles. Cette histoire, Michel Oslo, sous une forme ou sous une autre, est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce qu'elle est inspirée d'un fait divers qui aurait eu lieu dans cette période-là? Non, elle a été inspirée par une malédiction universelle et constante. Et l'histoire a été écrite il y a 8 ans. Et toutes sortes de choses qui sont arrivées depuis semblent faire partie du film. Mais non, c'est simplement une chose énorme. Des hommes font du mal à des femmes et à des filles, mais c'est à un degré dont on ne semble pas être conscient. Et ce film, c'est pour qu'on en parle. Mais je dois dire que Dilili, Aurel et les deux jeunes héros sont une invention. La secte des malmaîtres sont une invention. On n'a jamais enlevé d'enfants à Paris. En tout cas, pas avec cette quantité. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'enlèvement d'enfants. Et j'ajoute aussi que j'ai fait un haut fonctionnaire assez véreux. Et celui qui avait ce titre à Paris à l'époque, je m'en suis aperçu un peu plus tard. Et il était très bon, il n'était pas véreux du tout. Il aimait son métier. C'était le préfet Lépine. Oui, vous savez tout. Le préfet Lépine est en fait quelqu'un de très intéressant qui mérite un film et qui était courageux, volontaire, inventif. J'aime beaucoup qu'il ait inventé le concours Lépine. Ça me plaît beaucoup, les petites inventions, c'est ma longueur d'onde. 8 ans, c'est pas une petite invention, c'en est une grande. Et ce chiffre dit tout de ce que demande comme travail, comme patience, comme obstination de réaliser un long métrage d'animation. Aujourd'hui encore, Michel Oslo. À vos débuts, c'était peut-être pire, je ne sais pas. Mais ça nous dit beaucoup du temps de genèse, du temps de préparation, de réflexion, de dessin, de montage d'un film comme celui-ci. Oui, il faut être accroché comme une bête. Mais je suis accroché comme une bête. C'est naturel. Et j'ai vraiment envie de dire quelque chose. Je sais ce que je veux dire. Donc je continue jusqu'à ce que je l'ai dit. Et d'autre part, j'aime faire des belles choses et vous offrir peut-être 1h30 de plaisir. Dit Lily, votre héroïne Michel Oslo, à travers la détermination, la même que la vôtre, à travers celle de votre héroïne, c'est un film résolument féministe qui dit aux femmes du monde entier de toutes les époques, levez-vous, tenez-vous droite sur vos 2 pieds et avancez. Dilili vient d'ailleurs d'être nommée messagère de l'UNICEF. Je m'appelle Dilili et je suis la messagère de l'UNICEF. Savez-vous que dans le monde, beaucoup de filles sont privées de leur enfance ? Alors que chaque fille a en elle tant de promesses. Leur vie est volée. Mariées trop jeunes et contre leur gré, contraintes de quitter l'école et de renoncer à leurs rêves, obligées de travailler alors qu'elles ne sont que des enfants. Comme moi, toutes les filles doivent pouvoir s'épanouir librement et en paix. Avec l'UNICEF, donnons aux filles le pouvoir d'inventer l'avenir. Nous délivrerons toutes les filles pour qu'elles puissent vivre leur enfance.
Et le cœur du projet des Malmaîtres, justement, celui de soumettre les femmes, de les réduire à des êtres rampants, à quatre pattes. Pour eux, l'émancipation des femmes qui étudient, qui dirigent, a perverti Paris. Ils sont vraiment, ces Malmaîtres, cette secte, une figure de l'obscurantisme d'hier ou d'aujourd'hui. Pourquoi avoir voulu, vous, Michel Oslo, le réalisateur, porter cette parole forte des femmes dans le contexte actuel, à travers cette jeune héroïne? Il me semble qu'il n'y a pas d'autre sujet. Quand j'entreprends un long métrage, je sais que je vais consacrer au moins 8 ans de ma vie à cette action. Et il faut absolument que ça me tienne aux tripes et que je puisse travailler les 8 ans sans aucun embarras. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, ouais. Marie Curie, Louise Michel, la cantatrice Emma Calvet. Tout ça, c'est des personnes sensationnelles. C'est un bonheur de travailler avec elles. Et Sarah Bernard, belle galerie de portraits de femmes. C'est une figure sensationnelle, Sarah Bernard. Elle a un don étonnant et beaucoup de personnalité, de générosité. C'est vraiment une galerie de portraits de femmes dans Dillili à Paris qui redonne aussi voix à travers elle aux oubliés de l'histoire, aux figures féminines politiques et artistiques de ce début du XXe siècle. Sarah Bernard. Phèdre de Racine, par Madame Sarah Bernard. Oui, je languis, je brûle pour je l'aime. Non, point celle que l'on les enfers, voilà, j'adore. On l'a un peu oublié, Sarah Bernard. C'était pourtant une égérie des années 1900. Elle a tout inventé, y compris le Star System, avant Madonna, avant Rihanna, avant la plus illustre des comédiennes d'aujourd'hui. Elle était sans égale. Elle rayonnait aussi, bien au-delà de l'Hexagone. C'était des figures, ces femmes-là. Je pense qu'elle a inventé le Star System. Elle a utilisé tout ce qui passait à sa portée, comme faire parler d'elle en montant en ballon, utiliser énormément la photographie. Dès qu'il y a eu le cinéma, elle a fait des films, et elle a montré à Hollywood ce qu'il fallait faire, parce que les films qu'elle a faits ont eu un succès phénoménal aux États-Unis. Non seulement ses tournées en chair et en os, mais aussi ses films. Et Hollywood a compris qu'il fallait des stars. Il allait chercher des grandes stars du théâtre à New York pour les ramener à Hollywood. Mais c'est le départ du Star System à Hollywood, c'est Sarah Bernard. Alors, elle a vraiment eu une relation, peut-être, avec le fils de la reine d'Angleterre ou... Bien sûr, ouais. Avec le prince de Galles. Entre autres personnes. Il n'y a aucun anachronisme dans ce film, Michel Oslo. Il doit y en avoir, mais il y en a très peu. C'est un film historique parce que c'est une histoire qu'on connaît bien. C'est suffisamment éloigné pour que ça fasse rêver et suffisamment proche pour qu'on sache tout. Et la réalité est passionnante et en fait j'ai essayé de la rendre telle qu'elle était. Paris est une fête, a écrit Hemingway. C'est ce Paris enchanté que vous mettez en scène avec sa concentration d'artistes, de penseurs, de génies en tout genre. Cette belle époque qui a été une époque de progrès incroyable, qui a fait vibrer aussi la capitale, mais dont les bonnes ondes se sont répandues bien au-delà des frontières de Paris. Et pourtant, vous ne montrez pas qu'un Paris brillant, scintillant, joyeux. Vous montrez aussi le Paris des faubourgs. Dans cette géographie parisienne, quelle est la vôtre? Vous êtes un Parisien, vous? Je suis un Parisien. C'est un Parisien de choix. Parce que, en gros, je suis bâtard et fier de l'être. Mais j'ai choisi d'être Parisien. Et je me trouve bien à Paris. Quand je suis ailleurs qu'à Paris, je me trouve très bien aussi. Mais quand je suis à Paris, je suis content et je n'éprouve pas le besoin de m'échapper. C'est là où je veux être. C'est là où vous voulez être. Et c'est là où vous vouliez que votre héroïne, venue de loin, galope, découvre les yeux grands ouverts, tout ce qu'elle avait autour d'elle. Il fallait que j'y arrive parce que je montre avec mes films tous les lieux passionnants de la planète. Et il y en a une infinité. Donc j'ai fait un petit tour de la planète. Mais il était évident qu'un jour, il fallait que je montre un de ces lieux fascinants, Paris. Et cette fois-ci, c'est arrivé. Et j'ai essayé de montrer
à quel point c'est éblouissant. C'est aussi Paris dans le regard de l'autre, d'une jeune étrangère qui arrive là et qui le découvre avec son œil neuf. La scène d'ouverture du film est assez marquante. C'est la reconstitution d'un village indigène dans un parc où travaille dit Lily. Elle travaille vraiment avec un contrat et à 18h30 elle a fini, elle s'en va, elle rentre chez elle. Comment vous l'avez pensé cette scène d'ouverture, Michel Oslo ? Pourquoi vous avez voulu la mettre là ? Ça faisait partie de la vie parisienne, ça faisait aussi partie de la vie européenne. Ces reconstitutions de villages indigènes ont eu lieu partout et ont eu une vogue pendant une vingtaine d'années. Et il y a un terme zoo-humain qui indique une réalité, mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des aspects positifs. Et les Européens ont vu qu'il y avait d'autres choses que l'Europe. Et les artistes ont appris aussi à dessiner, à danser, à faire de la musique et de la sculpture autrement que ce que faisaient les Grecs. Les zoos humains, il y en a eu effectivement beaucoup en Europe pendant plusieurs décennies, pour un public en mal d'exotisme, source de distraction, dit Pascal Blanchard, l'historien qui en a fait un film qui a été diffusé récemment sur Arte et qui est visible en replay, Sauvage, au cœur des zoos humains. Vous allez voir, le ton est très différent, je vous propose d'en écouter un extrait. Comme la Vénus Hottentote en son temps, les Fuégiens qui arrivent à Paris sont considérés comme des sous-hommes. C'est le point de départ d'une aventure humiliante. Ils passent leur journée enfermés dans un enclos, sous le regard d'une foule avide de sensations fortes. Regroupés autour d'un feu, ils n'ont rien à faire qu'à se laisser regarder. Pour attirer leur attention et observer leur réaction, les visiteurs leur lancent des pièces, comme on jette des cacahuètes à un singe. C'est comme au cinéma, c'est-à-dire que nous sommes devant un spectacle, sauf qu'au cinéma, il y a quand même une certaine distance. On peut savoir que c'est faux, ça a été filmé. Alors qu'à l'époque des zoos humains, on ne sait pas la réalité des autres pays, la façon de vivre de ces personnes. Donc on finit par croire que c'est vrai. Alors c'est vrai que vous, quand vous mettez en animation cette scène d'ouverture, Michel Oslo, vous montrez ces villages indigènes sans juger. Il n'y a pas de jugement à travers ce que vous montrez. Et je ne juge ni le village, ni les spectateurs. Mais je sais que il y a eu des moments positifs, par exemple des indigènes, entre guillemets, qui ont rencontré des gens du pays et qui se sont liés et qui ont continué à correspondre après leur retour au pays. Et que des gens aient envie de voir les autres, pour moi, il y a aussi un côté positif, c'est des humains qui regardent des humains. Et moi, je me sens souvent canaque quand on me photographie, quand on me filme, quand on va faire quelque argent en vendant mes photos, on ne deviendra pas riche. Mais ou bien quand on filme mes collaborateurs à qui ça ne sert pas, mais les gens ont envie de voir, et je l'accepte. Mais vous dites aussi que, quand vous dites positif, qui pourrait être mal interprété, ce que vous dites aussi, c'est que malgré cette pratique qui n'a pas toujours été, je pense, positive pour ceux qui l'ont aussi subi, il y a pu y avoir de la soumission, il y a pu y avoir du voyeurisme aussi dans cette situation. Ce que vous dites, c'est qu'on n'imagine pas à quel point, à cette époque, l'altérité, quelle qu'elle soit, était complètement effacée. On ne connaissait pas les autres, on ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté. Oui, mais grâce à ces villages, on commençait à le savoir. Les cases ou les maisons ou les monuments reproduits étaient exacts.
les premières cases Kanak exposées étaient des vraies cases avec l'épi de fêtage sculpté et des ornements de porte. L'Afrique est un continent que vous connaissez bien, Michel Oslo. Vous avez grandi, vous, en Guinée. Et Kirikou, votre petit héros, a 20 ans cette année. Le petit homme, il a bien grandi. Il sera à l'honneur du Festival du cinéma jeune public du Quai Branly à Paris, du 20 au 28 octobre. À travers Kirikou, quelle Afrique vous vouliez montrer? C'était celle des contes, celle des imaginaires ou une Afrique réelle? C'était une Afrique de contes, parce que le début vient d'un conte africain qui m'a immédiatement séduit. C'est aussi l'Afrique de mon enfance que j'ai connue. Une paix, une harmonie, une beauté qui sont restées en moi. Et ce qui, à un certain moment, on m'a reproché, mais quand même... Enfin, pendant le tournage, on me l'a reproché beaucoup, ensuite plus du tout. J'ai montré des hommes et des femmes torse nu. Et les femmes torse nu, ceux qui produisaient le film craignaient qu'il y ait une levée de bouclier et qu'on ne puisse pas sortir le film. Et je savais que je ne devais pas mettre de soutien-gorge à ces femmes qui vivaient habillées normalement, comme je l'ai vu, qui ne cachaient ni la jeunesse ni la vieillesse. Et donc c'est une Afrique de contes de fées et une Afrique que j'ai connue et une harmonie que je voulais transmettre et une décontraction avec le corps qui était harmonieuse. Et là aussi je me suis accroché comme une bête pour ne pas lâcher cette image. Idy Lily, elle a un cousinage avec Kirikou. Oui, je crois qu'ils ont un peu le même père. Elle a un cousinage avec Kirikou parce qu'elle est plus petite que les autres. Elle n'a pas de pouvoir. Elle sait s'exprimer. Elle est astucieuse et elle est généreuse. Mais elle est très différente de Kirikou parce que c'est une enfant des rues qui a déjà souffert et qui connaît la relativité des choses de ce monde. Kirikou était un petit paysan dans un milieu assez sain. Et Idy Lily, non. Mais comme son langage, sa pensée est très, très développée. Et Idy Lily, c'est une princesse aussi, Michel Oslo, avec des rêves de jeune fille, avec des rêves de robe longue, avec des rêves de reine, de princesse et de fée aussi. Et d'ailleurs, à un moment où elle va aller sauver ces jeunes filles, ces enfants retenus par les malmaîtres, Emma Calvet, la cantatrice que vous mettez en scène dans Idy Lily à Paris, lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ?» Et Idy Lily lui répond « C'est pas une tenue de bal. On part en équipé pour essayer de sauver ces jeunes filles. » Et Emma lui rétorque « Ce n'est pas parce que tu vas risquer ta vie que tu dois être mal habillée. » Idy Lily, elle parcourt tout Paris, des faubourgs au centre de la capitale. Parfois, vous trichez un tout petit peu avec la géographie quand le triporteur passe par un des escaliers de la station Lamarck-Colincourt. Je vois que madame connaît Paris. Oui, du Moulin Rouge. Avec pour cap l'Opéra, vous faites un joli détour stylistique. On va cavaler, dégringoler avec eux. Monsieur de Toulouse-Lautrec, je peux vous faire une petite place? Tilly. Mais c'est vrai. Je n'ai jamais voyagé en triporteur. Henri, tu ne vas tout de même pas faire ça. Je ne prends pas trop de place. Non, je me sens mieux calée. Je n'ai jamais aussi bien vu le paysage. Mais cette fois, nous éviterons l'escalier. Comment? Vous êtes descendu par l'escalier? Oui, cela faisait un peu mal au derrière. Je veux connaître ça. Prenons l'escalier! Mais, monsieur Lautrec, je ne peux pas vous faire ça. Quand nous chanterons le temps des cerises, le guerre rossignol, le merle moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux. mon cœur.
Inoubliable. Ça, c'était une descente. Dis Lily, quelle surprise que tu connaisses la chanson. C'était la préférée de Madame Michel. Et Madame Michel, c'est la militante anarchiste et féministe Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie, que dit Lily aurait eu comme professeure, comme institutrice là-bas, figure de la Commune de Paris comme l'auteur du Temps des cerises, une chanson écrite en 1866 par Jean-Baptiste Clément, mise en musique par Antoine Renard. Notre invité, Michel Oslo, on est ensemble jusqu'à 12h30, France Culture. Pour l'heure, il est 12h23. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Paris est une fête, disait donc Hemingway. Je voulais revenir avec vous, Michel Oslo, sur votre imaginaire pour réaliser ce film. Et il est extrêmement littéraire. Ça va de Victor Hugo à Jules Verne, à Gaston Leroux. On pourrait en citer beaucoup. Vous vous êtes replongé dans toute cette littérature réaliste pour écrire, penser, dit Lily, à Paris. Je me suis plongé dans l'histoire de ces personnes extraordinaires, encore plus importantes que les monuments de pierre. Mais par exemple, j'ai essayé de lire L'émissaire de Paris, et je ne les ai pas aimés parce qu'il y a une inspiration franchement sadique, et je l'ai refermé, et je me suis servi seulement du titre, Mystère de Paris. Elle est partout dans Paris, très haut, très bas, ouvrir des portes, avoir des passages secrets. J'ai fait mes propres mystères de Paris. J'avais pas besoin de relire cela, qui me plaisait pas. J'ai fait autre chose. Il n'y a pas eu un grand conteur pour vous de cette belle époque? Vous en gardez plutôt des images, on a l'impression, celles des peintres notamment, que vous mettez en scène, dit Lily. Non, ce qui m'intéresse, c'est que on a fait feu de tout bois. On a eu du talent dans toutes les directions et à tous les étages. Il y a l'art, mais il y a aussi la technique, la médecine, la recherche. Et c'est ça que je trouve éblouissant dans cette époque. Du talent à tous les coins de rue, à tous les étages. Votre talent, à vous, c'est celui aussi d'un talent d'animateur, Michel Oslo. Vous avez radicalement changé de technique pour dit Lily à Paris? Pas vraiment. On a l'impression que j'ai fait des tours de force techniques en incrustant de l'animation dans de la vue réelle. Non, on a simplement, au lieu de prendre un décor gouaché, une feuille de papier à dessin gouaché, j'ai mis une photographie. Et donc j'ai photographié Paris pendant 4 ans. J'ai dû faire quelques 16 000 photos. Et dans ces photos, j'ai choisi des décors. Et c'est très simple. On met une photo et on pose le dessin par-dessus. Il n'y a pas de recherche technique. C'est facile. Et les silhouettes sont animées sur ces décors de cartes postales. Les personnages sont de l'animation faite à l'ordinateur tridimensionnel, sauf pour une partie des figurants qui sont pas en tridimensionnel, mais non, ils sont plats, comme le papier découpé que je faisais dans le temps, parce que on manquait d'argent pour faire tout en 3D, mais le fait qu'on ait adopté franchement de la 2D me permettait aussi de faire beaucoup plus de figurants. Quand j'avais besoin d'un personnage, au lieu de demander la permission à la production, je le dessinais. Et si c'est de la 2D, c'est pas cher. Et donc j'ai fait des belles femmes avec des belles toilettes et des messieurs en haute forme. En veux-tu, en voilà. On est loin du théâtre d'ombre que vous avez pratiqué. Vous n'êtes pas de ceux qui disent aujourd'hui, Michel Oslo, que le numérique, la 3D, a tué l'animation. Ça l'a révolutionné quand même, pour vous aussi, d'une certaine manière? Ça ne l'a pas tué, ça ne l'a pas révolutionné. L'animation reste une chose étrange où on coupe le temps en tranches fines d'un 24e de seconde, et il faut savoir le maîtriser. Pour un beau personnage bien sculpté, c'est très intéressant par rapport au dessin, parce que une belle sculpture peut bouger lentement, un beau visage
peut bouger lentement et rester beau tout le temps, alors qu'en dessin, à certains moments, le trait n'était pas tout à fait bon et le nez gonflé ou dégonflé. Et là, c'est le plaisir de la sculpture qu'on peut faire tourner lentement et c'est une grande satisfaction. Une fois dessinés, une fois animés, il faut les incarner, ces personnages. Et ça passe aussi par la recherche de voix. Alors on notera évidemment celle de Dilili avec sa diction, son articulation absolument parfaite. Et puis vous vous êtes aussi entouré de Nathalie Dessay pour donner voix c'est un miracle pour moi. À Emma Calvé. C'est-à-dire qu'elle a joué les parties parlées et aussi elle a chanté des grandes citations d'airs connus. Elle a aussi interprété la création d'une cantate écrite pour elle par Gabriel Yared. Gabriel Yared, que nous avions rencontré à l'occasion de son passage à la Philharmonie de Paris, compositeur star de musique de film. Il travaillait à l'époque sur Dilili. Le film d'animation, c'est fait par Michel Oslo. C'est pour moi une œuvre d'art en soi déjà. Donc toute la musique que je peux apporter, évidemment, il faut qu'elle souligne qu'elle suive bien l'action. Mais en dehors de ça, Michel Oslo est quelqu'un qui est très sensible à la musique comme un tout. C'est-à-dire que avant de l'atomiser, de la morceler en petites scènes, je lui fais entendre ce que sera la thématique générale. Et c'est ça qui détermine notre collaboration future. Une fois que la musique que j'ai composée épouse l'esprit général d'un film, de son film, alors on peut, à ce moment-là, la morceler et la détailler. C'est un millefeuille, ce film d'animation, un film d'animation, et Dilili tout particulièrement. Oui, c'est un millefeuille, c'est un 10 millefeuilles. Et la musique est venue se poser dans votre esprit, celle de Gabriel Yared, à quel moment? Depuis le début. J'appelle Gabriel avant de commencer le film, pour qu'il ait, dans les premiers, l'histoire écrite. Et on discute déjà à ce moment-là. Et vous travaillez déjà ensemble à ce moment-là? Oui, ça veut dire qu'il a plusieurs années, on va dire 2 ans, pour y penser. Je ne lui demande pas, dans les derniers 15 jours, de me faire quelque chose, je lui donne 2 ans. 6 à 8 ans de votre vie, dit Lily, à Paris, Michel Oslo. Le résultat, c'est celui que vous recherchiez? Oui, ça peut toujours être mieux, mais je suis content du résultat, je suis content de la vie que je peux mener en faisant de la magie. Alors vous allez continuer. Et voilà, et puis en étant interrogé par vous. C'était un plaisir pour moi, dit Lily. À Paris sort en salle aujourd'hui. Et il y a aussi le livre qui va avec et qui est édité chez Casterman. Merci beaucoup à vous, Michel Oslo. C'était un honneur de vous rencontrer.